Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Place des Enjeux, une émission qui ce soir sera dédiée à l'égalité des chances pour tous les enfants dans le cadre de leur scolarité. Alors bienvenue à tous qui nous regardez via les différents réseaux sociaux ou qui nous suivez également via nos différentes télévisions partenaires dans plus de 150 pays du monde entier. Et donc nous allons évoquer scolarité, égalité des chances, mixité sociale et puis accueil des enfants en situation de handicap au sein des écoles. Donc ce sont des thématiques que nous allons voir ce soir tous ensemble avec mes invités que je vous présente immédiatement. Donc tout d'abord à mes côtés, j'ai le grand plaisir de recevoir Romain Eskenazi. Bonsoir Romain Eskenazi. Bonsoir. Merci à vous d'être avec nous parce que je sais que votre emploi du temps est très chargé. Romain Eskenazi, vous êtes député de la 7e circonscription du Val d'Oise. Et puis, vous êtes membre du Parti Socialiste et je sais que vous faites juste un saut sur le plateau avant de repartir immédiatement à l'Assemblée nationale. Donc, merci infiniment. Et je vous en prie, merci pour votre invitation sur cette thématique qui me tient à cœur. Tout à fait, donc c'est un plaisir. Et puis nous avons une seconde invitée qui ne peut être en plateau pour cause d'embouteillage, mais nous avons le plaisir de l'accueillir. C'est Alexandra Spinner qui est avec nous également. Bonsoir Alexandra Spinner. Bonsoir à tous. Merci pour votre invitation. Je ne voulais pas que l'obstacle des embouteillages m'empêche d'être avec vous ce soir pour parler d'un sujet évidemment qui m'est très cher. Effectivement. Donc ravi d'être avec vous deux. Et effectivement. Soir, avec vos auditeurs. Et merci à vous d'être en ligne avec nous. Donc je vous présente effectivement pour nos spectateurs Alexandra Spinner. Vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France et vous êtes, et c'est pourquoi cette thématique vous concerne au premier plan, vous êtes déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire. Et vous êtes membre également du groupe Île-de-France Rassemblée auprès de Valérie Pécresse et vous êtes membre des Républicains. Voilà, pour vous présenter Absolument. Auprès de tout le monde. Voilà, donc bienvenue à vous. Et donc nous allons débuter cette émission tout d'abord en présentant quelques chiffres. Puisque France Stratégie a réalisé une étude qu'elle a publiée cet été. France Stratégie justement sur la difficulté des élèves en situation de précarité sociale durant leur scolarité et justement pour mesurer l'impact que pouvait avoir cette précarité quand ils arrivent à l'âge adulte et puis voir effectivement que malheureusement cela peut induire des situations de pauvreté. Donc on regarde tout de suite les chiffres à l'image. Voilà, donc on vient de voir quelques chiffres assez édifiants. Donc Romain Eskenazi, tout d'abord, j'aimerais savoir ce que vous évoquent ces chiffres lorsque vous les voyez à l'écran. Écoutez, l'égalité des chances, c'est la promesse républicaine. C'est vraiment l'école pour tous est censée pouvoir permettre l'émancipation de chacune et chacun. Or, on remarque qu'en France, malheureusement, effectivement, ça n'est pas le cas. La dernière étude PISA a démontré que la France était le pays d'OCDE où l'origine sociale a le plus d'impact sur la réussite scolaire. Il y a donc un véritable levier à actionner, à la fois au niveau de l'éducation nationale en premier chef, mais aussi, et je suis sûr que notre interlocutrice en parlera également, mais aussi au niveau des collectivités
collectivités territoriales, au niveau des associations. Finalement, la réussite scolaire, c'est vraiment un sujet global. Ça concerne bien évidemment les enseignants, mais ça concerne aussi toutes les structures, à la fois les communes qui peuvent proposer des activités sociales, culturelles, sportives, les associations qui peuvent proposer du soutien scolaire, de l'aide à l'insertion professionnelle. Donc c'est vraiment un plan d'ensemble qui dépend de différents acteurs qu'il faut activer pour casser ces inégalités qui sont extrêmement fortes dans notre pays. Oui, tout à fait, vous avez raison. D'ailleurs, Alexandra Spinner, je pense que vous allez d'accord, vous également. On est en 2024 et pourtant la situation n'évolue pas beaucoup. Ces chiffres sont terribles parce qu'en réalité, on voit que les adultes issus d'une adolescence précaire sont 2 fois plus nombreux à subir ce qu'on peut appeler la précarité scolaire également. Et je crois que collectivement, on ne peut pas se contenter de cette fatalité. Il faut que l'école redevienne le levier principal pour s'attaquer aux inégalités de destin. On fait tous le constat d'un ascenseur social qui est complètement bloqué. Moi, je me refuse à l'assignation à résidence sociale. Et je crois qu'il faut que nous refassions ensemble, et j'aime beaucoup ce que vous avez dit, c'est-à-dire que tout le monde doit s'y mettre ensemble, et je dirais même au-delà, je ne suis pas certaine que vous me suivez là-dessus, mais je pense qu'il faut aller au-delà des convictions idéologiques. Il faut vraiment que ce soit un travail transpartisan pour que l'école redevienne la fabrique du citoyen de demain, d'un citoyen libre, émancipé, éclairé, et pour lequel le champ des possibles est là. Et ça n'est plus le cas. On voit trop d'inégalités scolaires, et surtout, l'inégalité scolaire, c'est l'injustice la plus absolue. Totalement. Et justement, c'est effectivement la promesse républicaine qui n'est pas tenue. Et ça, c'est la faillite de chacun d'entre nous. Oui, totalement. Et justement, pour rebondir sur ce que vous dites à l'instant, et avant de redonner la parole à Romain Eskenazi, Jean-Paul Delahaye, qui est inspecteur général de l'éducation publique honoraire, disait récemment qu'il fallait davantage de débats publics sur la scolarité, et que, pour faire écho à vos propos, dans tous les pays qui réussissent mieux que nous à réduire ces inégalités sociales, il y avait beaucoup plus de consensus politique. Donc justement, Romain Eskenazi, est-ce que ce consensus politique vous paraît atteignable en France aujourd'hui ? Oui, enfin, si on partage les objectifs, encore une fois, moi je suis parfaitement d'accord avec le fait qu'il faut aller au-delà des considérations partisanes. Voilà. Pour autant, cela doit pas empêcher le débat, et je considère qu'au-delà de bonnes idées, de solutions, de dispositifs, il faut des moyens. Il faut des moyens financiers, il faut des moyens humains. Et là où je rejoindrais Madame sur le fait qu'on sera peut-être pas d'accord, c'est que nous, de notre côté, on fait effectivement le constat que à la fois au niveau de l'État, on a encore, et on va en parler tout à l'heure, je pense, des annonces de ce PLF qui devraient tomber là, mais qui étaient un petit peu inquiétantes de notre côté. Et on constate, en termes de moyens, même si, Madame, j'entends parfaitement, et j'ai lu un petit peu tout ce que vous proposez et l'impulsion que vous voulez donner, que je salue, et je suis sûr qu'il y a un certain nombre de dispositifs que vous allez nous présenter, que je soutiendrai bien évidemment, mais je ne peux que constater, depuis plusieurs années, la baisse de moyens. Donc on peut parfois faire mieux avec moins, ça j'en suis parfaitement d'accord, mais pour avoir travaillé à l'hôpital pendant 4 ans avant d'être élu député, il y a une limite à cette logique en disant on va mettre moins de moyens et on va faire mieux demain. À un moment donné, on arrive à une espèce de seuil où c'est un petit peu compliqué. Or effectivement, les diminutions de dotation globale, l'annonce où finalement on l'attend encore sur les 2 millions alloués au décrochage pour cette année, la diminution des fonds sociaux européens de plus de 7 millions d'euros sur 2025 par rapport à 2024 sont effectivement, et puis en plus les annonces d'économies assez importantes qui ont été faites par Madame la Présidente, environ 760 millions d'euros sur les 3 ans à venir, nous inquiètent un petit peu, parce que nous inquiètent beaucoup même, parce que encore une fois, au-delà des dispositifs qu'il faut inventer, et je suis parfaitement d'accord que dans un esprit transpartisan, il faut qu'on trouve des solutions, mais on a évidemment besoin
besoin à la fois de volonté politique, mais aussi de moyens humains et financiers pour lutter contre ce décrochage scolaire, en particulier, et c'était dit tout à l'heure, lorsqu'on n'a pas des parents qui sont hautement diplômés, on a beaucoup moins de chances d'avoir un diplôme, de s'en sortir, et ça, les chiffres, encore une fois, sont criants, et la France est un peu le mauvais élève de l'OCDE à ce niveau-là. Exactement. Alors, j'aimerais vous faire déjà réagir l'un et l'autre sur, pour vous, quelle est la définition de l'égalité des chances? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme? Je viens de répondre, je vais peut-être laisser Madame répondre. On va déjà voir avec Alexandra Spinner, quelle est votre définition de l'égalité des chances? Pour réagir à ce que vous venez de dire, nous, à la région, nous avons sanctuarisé le budget consacré au lycée. C'est la première chose. Quand même, c'est important de le dire, parce que c'est notre priorité absolue. Alors, on est d'accord sur le fait que l'urgence c'est de reconstruire complètement l'école publique, mais ce qui est effrayant pour moi, c'est que l'école française est celle où l'origine sociale des élèves pèse le plus lourd dans les résultats scolaires. Oui. Et ça n'est tout simplement pas acceptable. Maintenant, l'égalité des chances, ça, c'est un terme un peu fourre-tout qui ne veut finalement. Voilà, je sais que vous n'aimez pas beaucoup ce terme. Nous en avions parlé vous et moi. C'est un terme qui vous paraît parfois un peu inadapté. Oui, ça me paraît complètement inadapté parce que ça ne veut rien dire. On sait très bien que l'égalité des chances, c'est quelque chose de très théorique. En revanche, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'aimerais qu'un jeune, d'où qu'il vienne, quel que soit le milieu dont il est issu, quelle que soit sa religion, son origine sociale, son origine tout court, puisse s'inscrire dans un parcours de réussite. Oui. Ça, déjà, si nous arrivons à obtenir cela, je peux vous assurer que ça sera une grande réussite pour chacun d'entre nous. Mmh, voilà. Tout à fait. Le constat, il est terrible quand on voit les chiffres des jeunes qui accèdent aux classes prépa, quand on voit les chiffres de ceux qui font ce qu'il est convenu d'appeler des grandes études, on voit très bien qu'il y a effectivement une ségrégation sociale. Il y a une ségrégation sociale et j'assume ce terme. Voilà, l'égalité des chances. Moi, je crois qu'il faut que nous combattions férocement les inégalités de destin. Je pense que chaque élève doit, dès le départ, on doit lui donner toutes les chances possibles et les mêmes chances possibles pour réussir. Maintenant, on sait très bien que là où ça pêche, c'est sur le temps qui n'est pas le temps scolaire, parce que la bibliothèque que vous avez à la maison, elle est difficilement remplaçable dans la vie d'un jeune. Bien sûr. Et c'est ces quelques kilomètres là, c'est les derniers kilomètres où on a quand même beaucoup de mal à inventer des dispositifs qui peuvent faire la différence. Oui, c'est tout le périscolaire, bien évidemment aussi, qui va avoir un impact. Je vais faire réagir justement Romain Eskenazi sur cette notion d'égalité des chances. Alors moi, effectivement, je m'inscrirais en faux parce que je trouve que c'est une notion qui est relativement claire. Quand on parle d'égalité des chances, c'est avoir les mêmes chances de réussite, et ça vous l'avez dit Madame Spinner, quel que soit son établissement, quelle que soit son origine géographique et quelle que soit son origine sociale. Selon l'INSEE, un élève issu d'un milieu défavorisé est 3 fois plus susceptible d'être en échec scolaire. Ça, c'est pour le milieu social. Et pour ce qu'il y est du milieu, de la zone géographique, dans les collèges les plus favorisés, plus de 92% des élèves maîtrisent les compétences fondamentales en français, contre 70% dans les collèges les moins favorisés. Donc il y a aujourd'hui une différence nette en fonction de son origine sociale et en fonction de son origine géographique. Est-ce qu'on est plutôt en Île-de-France ou à Mayotte? Est-ce qu'on est plutôt au Seine-Saint-Denis ou dans le 16e arrondissement de Paris? Donc pour moi, l'égalité des chances, c'est une notion assez nette de dire, en France, notre objectif, ce vers quoi nous voulons aller, c'est que quelle que soit son origine sociale ou géographique, on ait les mêmes chances de réussite en fonction à la fois de son mérite,
et de sa capacité de travail. Donc c'est ce vers quoi on veut aller. Et donc il faut réduire ces inégalités. Vous avez parfaitement raison, Madame, de parler d'inégalités d'accès à la culture, à la maison. Dans toutes les familles, on va pas autant au musée, on va pas autant en voyage, qui permet une ouverture d'esprit. Mais on va commencer par la question, ne serait-ce que des fournitures scolaires. Vous l'avez montré tout à fait dans les chiffres qui ont permis d'ouvrir ce débat-là. Oui. Il y a ne serait-ce qu'une égalité d'accès aux stylos et aux cahiers. Donc à partir du moment où on commence par là, c'est la raison pour laquelle nous avions porté durant cette élection législative une proposition de gratuité des fournitures scolaires, en considérant qu'il fallait au moins que chaque enfant ait dans son cartable un cahier et un stylo pour pouvoir venir travailler. Ça paraît absolument évident, mais on constate effectivement que ça n'est pas le cas. Vous avez montré le chiffre de près de 14% des enfants qui ont des difficultés pour se fournir, ne serait-ce que avec les équipements de base pour pouvoir apprendre et apprendre les apprentissages fondamentaux. Et ça commence dès le début, puisque là on est en primaire. Voilà. Et les différences vont se perpétuer quand on arrive au collège, elles vont peut-être même s'accentuer au collège, voire même après au lycée. Et justement, vous-même, je sais que vous intervenez très souvent dans des établissements scolaires. Lycées, ouais. D'ailleurs, on vous voit à l'image. Et donc, vous êtes en prise directe avec des enfants qui sont dans des situations de précarité. Alors, écoutez, il se trouve que je suis intervenu dans 2 lycées pour l'instant depuis mon élection, au lycée d'Enghien-les-Bains, qui est juste à côté de ma circonscription, et dans un lycée de Sarcelles. Donc c'est sûr que j'avais des élèves qui avaient des profils là, très différents, très différents, oui, parce que nos spectateurs ne connaissent pas forcément ces 2 villes, mais l'une, Enghien-les-Bains est une ville très favorisée. Voilà, vous avez en gros le casino d'Enghien qui est le casino de Paris, qui est une ville extrêmement favorisée, et Sarcelles qui est assez connue en France pour être une ville particulièrement populaire et qui à la fois extrêmement riche de sa diversité, mais qui accumule un certain nombre de difficultés, on le sait, et sur lequel à la fois la municipalité et l'État essaient d'agir pour réduire ces inégalités. Oui, parce que le discours effectivement que je porte quand j'interviens, c'est justement un discours de détermination. Moi, j'ai eu un projet de création d'entreprise, j'ai dû faire 10 banques pour obtenir finalement un prêt. J'ai été élu député, c'était la 8e fois que j'avais mon nom sur un bulletin. Donc pour vous dire, cet esprit de persévérance, de ne pas baisser les bras, de ne pas, quand on retrouve une porte fermée, de ne pas abandonner, de à chaque échec pouvoir rebondir. C'est Nelson Mandela qui disait « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». C'est vraiment une formule que j'essaie de leur enseigner pour leur dire, écoutez, le monde vous appartient, le monde économique, le monde culturel, le monde associatif, le monde politique, et donc n'ayez pas peur de la réussite, engagez-vous, et surtout n'ayez pas peur de l'échec. Et je pense que c'est un discours que j'essaie de leur passer en toute humilité. Je ne suis pas enseignant ou professeur, mais c'est effectivement un discours que j'aime porter lorsque je vais dans les établissements scolaires. Oui, et ça a valeur d'exemple, donc je pense que c'est vecteur de motivation pour les enfants que vous rencontrez dans le cadre de ces vacations. En fait. Oui, tout à fait. Moi, j'avais pas de parents, mes parents n'ont pas spécialement fait d'études. J'en ai un qui a pas le bac et puis l'autre qui a juste le bac. Et pour autant, j'ai fait toute ma scolarité dans l'école publique, de la maternelle à l'université. Et puis j'ai réussi à être député. Donc voilà, pour dire que on peut être à l'école publique, en banlieue parisienne, travailler à l'école, s'engager à côté de ses cours. Et ça, c'est vraiment un message que je veux passer aux jeunes. C'est que, vous savez, aujourd'hui, il y a quand même une multiplication de jeunes qui sont diplômés, qui vont avoir un bac+2, bac+3, même bac+5. Et du coup, ce qui va faire la différence, ça a été évoqué un petit peu avec les activités périscolaires, mais c'est ce qu'on va faire en dehors. Est-ce qu'on a un engagement associatif, un engagement sportif? Est-ce qu'on a porté des projets culturels? Est-ce qu'on s'est impliqué localement en politique locale ou en action citoyenne? Et ça, c'est vrai que c'est des choses qui permettent vraiment de s'enrichir et parfois même de faire la différence quand on est dans un parcours de réussite. Voilà, donc effectivement, c'est très joliment dit et ça a valeur d'exemple. Et vous, Alexandra Spinner, je pense que vous avez vous aussi des exemples d'enfants ou à titre personnel, de personnes qui ont pu s'affranchir justement de leur milieu d'origine et puis progresser, ça aurait valeur d'exemple pour tous. Oui, juste pour revenir à ce que vous disiez, de mettre en opposition la Seine-Saint-Denis et le 16e arrondissement. Alors, Sarcelles, c'est dans le Val. Je trouve ça assez caricatural. Je vous le dis vraiment. Moi, je suis comme vous, dans des conseils d'administration et notamment dans le 16e arrondissement, d'un lycée professionnel comme le lycée René Cassin.
que j'aime beaucoup parce que il y a là une proviseure comme tant d'autres enseignants qui est très engagée pour ses élèves. Je peux vous assurer que c'est un lycée qui n'a rien à envier à la Seine-Saint-Denis. Donc, je pense qu'il faut arrêter déjà de faire dresser comme ça des portraits qui sont un peu dans la caricature. Mais ça, c'est un détail. Maintenant, moi, je vais vous dire, j'assume parfaitement. Je viens d'un milieu ouvrier. J'ai grandi dans un HLM et j'ai fait toute ma scolarité à l'école publique. L'école publique qui m'a absolument tout donné, tout. J'ai eu la chance de rencontrer des enseignants exceptionnels qui ont décidé que, bien que je venais d'un milieu pas très favorisé, où il n'y avait pas de bibliothèque à la maison, où nous n'allions pas au musée le dimanche, et bien que j'avais moi aussi les mêmes chances de réussir et de m'inscrire dans un parcours de réussite que les autres élèves. Donc, évidemment que cette école-là, elle existe, mais nous sommes obligés de faire le constat qu'aujourd'hui, c'est quand même de plus en plus difficile pour les jeunes. Oui. Évidemment que c'est important de proposer des portraits, des parcours de réussite, parce que l'exemplarité, c'est essentiel, et d'aller au contact de tous ces jeunes et de leur dire le discours que vous portez, que je trouve formidable, que tout est possible, que il faut pas s'arrêter à un échec, tout ça, moi j'adhère totalement. Nous, c'est la raison pour laquelle on a un budget sanctuarisé qui est consacré à l'éducation, parce qu'évidemment, c'est ce qu'il y a de plus important. Et ça doit être c'est la priorité de toutes les collectivités. En tout cas, c'est la priorité de la région Île-de-France. Tout à fait. Alors, nous viendrons justement sur les politiques, Alexandra, nous viendrons sur les politiques locales dans un instant. Je vais juste laisser Romain Eskenazi vous répondre sur ce point. Et puis après, nous allons parler tout d'abord des politiques gouvernementales. Donc voilà, Romain Eskenazi, vous vouliez réagir. Oui, tout à fait. Je ne veux stigmatiser personne, chère madame. J'ai fait moi-même mes études en Seine-Saint-Denis. Je travaillais à l'hôpital de Saint-Denis et je suis élu de la ville de Montmorency, qui est une ville plutôt favorisée. Donc, je ne veux stigmatiser ni de faire de portrait type de personne. Simplement, en France aujourd'hui, les 10% des collèges les plus favorisés accueillent 15% d'élèves en difficulté, quand les 10% des collèges les plus en difficulté en accueillent 63%. Il y a donc une discrimination territoriale avec une polarisation sociale qui a un fort impact sur les performances scolaires. C'est aujourd'hui un fait, et je pense qu'il faut aujourd'hui, en agissant sur la carte scolaire, en incitant les établissements à ouvrir à plus de diversité sociale, avec par exemple des options qui peuvent attirer des élèves qui ont des meilleurs résultats dans des établissements qui sont plus défavorisés. Donc il ne s'agit de stigmatiser personne, mais il ne s'agit pas non plus de nier la réalité qui n'est pas seulement sociale, qui est aussi territoriale. Voilà, c'est là-dessus que je voulais réagir. Après, encore une fois, je veux pas, et je suis vraiment ravi de vous rencontrer, Madame Spinner, et d'avoir l'occasion de débattre avec vous. Je pense que ce serait un peu stérile de partir dans une polémique de chiffres, mais moi, je m'inscris en faux dans cette déclaration de sanctuarisation du budget des lycées et de priorité absolue que serait le budget d'éducation et des lycées avec la région, avec encore une fois, depuis 2015, une dotation horaire globale qui a diminué, et avec les crédits FSE sur le décrochage scolaire qui seront amputés de 7,4 millions l'année prochaine, et avec des budgets qui seront encore en baisse dans les annonces de plans pluriannuels qui sont à venir. Donc même si, encore une fois, je ne mésestime pas votre engagement personnel, ni encore moins votre parcours, ni votre travail. Simplement, si on parle de budget et on parle clairement chiffres, le fait de dire que avec Madame Pécresse, le budget de l'éducation est sanctuarisé, je pense que ça n'est pas tout à fait exact. En tout cas, moi, j'en ai pas cette lecture quand je regarde l'évolution des budgets depuis 2015, surtout si on ouvre la réussite à d'autres secteurs, comme par exemple sur la question des missions locales, où là, c'est carrément 68% de baisse depuis 2015. Donc voilà, moi, je pense qu'un effort pourrait être fait, financier supplémentaire. Encore une fois, je ne remets pas en question, et je sais que vous portez, madame, un certain nombre de dispositifs que je soutiens pleinement et qui sont inventifs et qui répondent, à mon avis, aux problématiques qui sont justes. Mais je pense, chère madame, que vous manquez de moyens pour aller au bout de vos ambitions, et qu'il faudrait que la région vous dote de plus de moyens pour aller au bout de vos ambitions et pour lutter réellement pour l'égalité des chances dans notre région.
Voilà, alors on parlera peut-être budget tout à l'heure, donc on va parler, pour rebondir sur ce que vous disiez, on va parler des politiques gouvernementales, puisque l'ambition affichée des ministres de l'Éducation est de réduire justement cette ségrégation sociale dont vous parliez à l'instant, qu'on a vu en chiffres. Il y a des disparités, ça on ne peut pas le nier, puisque 1/10 des collèges accueillent 6 collégiens sur 10 venant d'un milieu défavorisé, donc, et Pape Ndiaye, donc ancien ministre de l'Éducation, avait mis en place 4 leviers opérationnels pour justement essayer de réduire cette fracture, de favoriser une mixité sociale. Et donc, premier levier, je voudrais votre avis à l'un comme à l'autre sur ce premier levier, c'était de modifier les secteurs de recrutement au sein des collèges et des lycées. Qu'en pensez-vous, Madame Spinner, justement? Est-ce que ça vous paraît une bonne mesure de changer le périmètre de recrutement pour justement favoriser cette mixité sociale? Moi, ça me paraissait à l'époque, et je le crois toujours, une mesure totalement théorique, établie par des gens qui ne connaissent pas l'école. L'école, elle doit être près de chez soi, ça c'est une réalité. Maintenant, évidemment, je le sais, la reproduction sociale, elle caractérise encore beaucoup trop notre système éducatif. Ça, je n'essaie même pas de revenir sur ce sujet, nous sommes d'accord là-dessus. Et on pourrait presque dire, par exemple, que Paris en est malheureusement un miroir grossissant. Je suis d'accord sur ce point-là, mais non, ça ne me paraît pas être une bonne mesure, non. D'accord. Et vous-même, Romain Eskenazi, pardon. Je trouve que la politique de Pape Ndiaye se résumait à finalement abîmer ce qui fonctionne pour essayer de colmater les brèches dans ce qui ne fonctionne pas. Et ça, je pense que c'est jamais la bonne solution. D'accord. Alors, vous-même, Romain Eskenazi, par rapport à cette extension du périmètre de recrutement pour modifier, favoriser la mixité sociale. Je rejoindrai Madame Spinner sur un point, c'est que c'est vrai que la proximité des établissements scolaires compte et joue. Oui. Néanmoins, j'ai quand même le sentiment que quand il y a des classes qui sont mixtes, les élèves qui sont meilleurs vont pas spécialement être ralentis, mais au contraire pouvoir tirer un petit peu les autres vers le haut, et que finalement on a plutôt intérêt, si on veut favoriser une réussite plus collective, et encore une fois on voit que tous les indicateurs nationaux ou mondiaux montrent qu'on est vraiment un mauvais élève là-dessus, qu'il y a une reproduction sociale extrêmement forte. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a quand même des zones géographiques où vous avez une plus forte concentration de populations qui vont être en difficulté sociale et économique, et de l'autre côté une plus forte concentration d'habitations, de quartiers, de communes avec des cadres supérieurs et qui vont pouvoir accompagner leurs enfants, donner des cours supplémentaires, avoir des sorties culturelles. Et donc selon moi, mélanger un petit peu plus ces populations, ça aurait l'avantage de monter tout le monde en compétences et d'avoir un progrès collectif par le haut. C'est un petit peu la politique inverse de ce qui est proposé avec ces fameuses classes de niveau actuellement. Oui. Je pense qu'on a eu aussi une valse des ministres de l'Éducation nationale qui a été on en est au troisième déjà. Voilà, qui a été un petit peu dommageable, parce que je pense qu'à partir du moment où on part sur une politique publique, il faut plusieurs années pour la mettre en œuvre, pour la consolider, pour la faire comprendre. Et là, le fait d'avoir une telle valse des ministres de l'Éducation nationale, je crois que ça n'a pas plaidé en la faveur d'une meilleure réussite collective. On voit bien d'ailleurs que la réforme qui a été mise en œuvre l'année dernière, mise en œuvre l'année dernière et puis appliquée dès cette année, des fameux groupes de niveau, c'est une philosophie strictement inverse. C'est-à-dire qu'on va faire des groupes de niveau dans la classe, on va mettre les meilleurs ensemble, les moyens ensemble et les plus en difficulté ensemble. Et c'est vraiment justement la philosophie inverse de ce que proposait Pape Ndiaye, qui, à mon sens, était plutôt un bon ministre de l'Éducation. Et là, je crains, et on voit d'ailleurs les professeurs qui seront beaucoup à se mobiliser ce jeudi 5 décembre dans le cadre d'un mouvement de grève nationale, pointent effectivement les difficultés de mise en œuvre et le fait que finalement, en voulant isoler les meilleurs élèves des autres, alors qu'ils auraient pu les tirer vers le haut, on va avoir globalement des moyennes qui vont avoir tendance globalement à baisser. Donc je pense que la philosophie était la meilleure, même si je rejoins Madame Spinner sur le fait qu'il y a évidemment des contraintes et des barrières tout simplement physiques et géographiques à l'application concrète et à la mise en œuvre de cette réforme. Oui, parce que effectivement, il faut aussi penser logistique. Si on va pour étendre le périmètre, il faut penser transport, il faut penser aussi concertation des familles. Non, mais c'est une hérésie totale. Ça ne marche pas dans les faits. Et comme
vous connaissez bien l'école, vous savez comme moi que ça n'est pas possible. Je vais vous citer un exemple, par exemple sur les formations professionnelles. Quand on propose à des jeunes une formation éloignée de son domicile, il ne la choisit pas. C'est un fait. Alors on peut le regretter, mais ça ne fonctionne pas. Donc faire venir des jeunes d'ailleurs, avec des transports longs qui les fatiguent, je trouve moi que c'est une hérésie totale. Voilà. Et je ne pense pas qu'on est d'accord sur le constat, la crise éducative menace l'unité de notre pays. Ça c'est clair. Mais je ne pense pas qu'on va la résoudre en imposant des quotas. Et je pense que la vraie égalité, elle ne consiste pas à condamner l'excellence, voilà, mais à donner la possibilité à chaque élève de montrer le meilleur de lui-même. Et aussi, surtout, et on en parlera certainement un peu plus tard, mais en renouant avec la transmission des savoirs fondamentaux. Parce que quand on ne transmet plus les savoirs fondamentaux, ce ne sont pas les élèves privilégiés qui morfent. Oui. C'est ceux qui sont les plus fragiles, bien sûr, à la fois sur le plan scolaire et à la fois sur le plan social. Totalement. Alors le deuxième levier justement de Papandia dans cette idée, puisque lui l'objectif affiché du gouvernement était de réduire de 20% les inégalités sociales au sein des établissements scolaires d'ici horizon 2027. Donc le deuxième levier, c'était justement d'accueillir plus d'enfants de milieux défavorisés au sein des établissements favorisés, de proposer aussi ce qu'il appelait des contrats mixité. Ça vous paraît aussi inadéquat, j'imagine. Et Alexandra Spinner. Les contrats mixité, on est dans la même ligne en fait, cette fois-ci d'étendre. Oui, nous, vous savez, à la région, on défend vraiment par exemple, sur tout ce qui est de la culture partout, c'est pour tous. C'est-à-dire qu'on amène la culture partout, sur tous les territoires, y compris les plus éloignés. Donc, je veux pas qu'on nous caricature comme étant les défenseurs d'une élite. C'est pas du tout mon propos. Mais je dis simplement que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et je suis désolée de le dire, mais quand on met soi-même ses enfants à l'école alsacienne, on est très mal placé pour venir expliquer qu'il faut plus de mixité. Vous comprenez, c'est très très bien de vouloir de la mixité. Et moi-même, je pense que moi j'étais heureuse dans l'école où j'étais d'être avec des élèves, des camarades qui venaient de tous milieux sociaux. Bon, évidemment que ça m'a bénéficié, que évidemment ça m'a tiré vers le haut. Mais vous comprenez, il faut aussi que tout le monde joue le jeu. Bien sûr. Parce que quand ceux qui prônent la mixité scolaire sont les premiers à soit mettre leurs enfants dans des établissements privés ou bien à contourner et à demander des dérogations pour leurs enfants, ça peut pas fonctionner. Il y a aussi des barrières psychologiques qu'il faut qu'on franchisse ensemble. Bien sûr. Vous voyez, c'est ça aussi. Si on est toujours dans la théorie, ça peut pas fonctionner en réalité. Totalement. Alors je vais faire réagir justement Romain Eskenazi justement sur ces fameux contrats mixité. En fait, le contrat mixité, c'est inciter les collèges ou lycées favorisés à accueillir davantage d'élèves boursiers au sein de leurs établissements. Alors, on est dans la même logique. Que ça vous paraît, vous-même, Romain Eskenazi, pardon? Évidemment, c'est fort. Mais évidemment, ça devrait être une obligation impérieuse pour tous les lycées et tous les collèges. Et moi, je connais la communauté éducative. Je crois qu'ils sont tous à cœur de faire venir des jeunes qui doivent être aidés. C'est pas le sujet, mais pas dans ces conditions-là. C'est pas, on règle pas le problème de l'école à coup de quotas, ça n'est pas vrai. Oui, alors là, on va faire réagir Romain. Je ne sais pas si c'était un système de quotas. Alors c'est sûr que la polémique sur le placement de ces enfants n'a pas aidé Monsieur Ndiaye à porter sa réforme. Pour autant, il faut quand même la vertu de l'exemplarité. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Oui, non, mais j'entends. Mais c'est, enfin voilà, pour moi, c'est pas à cause de cet argument-là que je dénigrerais totalement les propositions qu'il a formulées. Bien sûr que non. Dans la mesure où, même si effectivement, je suis d'accord avec vous que ça l'a pas beaucoup servi. J'en conviens. Moi, mes enfants sont à l'école publique. Voilà, donc je peux parler librement.
Non, moi, encore une fois, je pense que la mixité, évidemment, est un avantage. Et on le voit dans les chiffres, en fait, les difficultés sont concentrées. J'avais vu un chiffre sur une différence. Alors là, c'est un territoire éloigné, mais sur la session 2019, l'espérance d'obtenir un baccalauréat pour un élève entrant en 6e était de 54% à Mayotte, contre 82% à Paris. Donc c'est pour vous dire à quel point, finalement, l'établissement dans lequel on va évoluer va avoir une influence. Et donc, j'allais dire, quand on est un peu plus éloigné, en zone périurbaine, voire à la campagne, on va avoir tendance, pour aller au collège ou au lycée, à faire beaucoup de distance. C'est vrai que nous, en banlieue, on va aller soit dans le collège ou le lycée de sa ville, ou celui de la ville voisine. Je pense que si, effectivement, vous avez mis le doigt là-dessus, sur la question des transports, si les transports étaient pris en charge et accompagnés avec des transports scolaires, comme ça peut se faire, avec des tournées de ramassage, et que on organisait, effectivement, l'acheminement de ces élèves un peu plus éloignés, je pense que ça pourrait fonctionner et que ce serait bénéfique à la fois pour tout le monde, parce que, encore une fois, je pense que moi, par exemple, à titre personnel, qui venait d'une famille, je vous dis, qui était pas forcément diplômé, mais qui, encore une fois, j'étais quand même dans un milieu où ma mère lisait beaucoup, et puis mon père faisait un métier qui lui permettait d'avoir une maison à Montmorency, donc il gagnait correctement sa vie. Et j'ai beaucoup appris des jeunes qui avaient des milieux moins favorisés, et je trouve que l'échange, le dialogue, mais bon, tu pars pas en vacances, etc., je trouve que c'est aussi une ouverture d'esprit qui permet à la fois, qui profite aux élèves qui réussissent le mieux et qui vont pouvoir peut-être donner des conseils, accompagner et montrer l'exemple. Donc voilà, c'est une question de logistique et de transport, mais je pense que c'est une bonne solution, parce que si on continue à assigner tout le monde à résidence et à dire écoute, tu vas être dans ton collège de secteur qui se trouve à 2 km et puis c'est tout, voilà, je pense que on va pas favoriser la réussite. Donc je pense que c'était, moi, au contraire, une bonne idée, mais qu'il faut, et c'est là où je rejoins Madame Spinner, l'accompagner avec des mesures de transport et des mesures logistiques qui permettent une mise en œuvre réelle et effective de cette mesure, pour qu'elle ne reste pas que théorique. Bien sûr, et ce qui veut dire aussi des budgets. Évidemment. En parallèle. Évidemment. Alors, effectivement, donc là, on a vu l'aspect... Pardon. Allez-y, Alexandre. Sur les budgets. Moi, je rappelle quand même que nous consacrons 1,8 milliard à l'éducation. C'est 4 000 € par élève des lycées publics. C'est quand même du jamais vu. Mais il faut le dire quand même, parce que, on parle toujours des trains qui ne partent pas à l'heure, mais enfin, c'est une réalité. Qu'est-ce que vous voulez dire par du jamais vu? Qu'est-ce que vous voulez dire par du jamais vu, madame? Il y a une autre piste à explorer, dont je pense qu'on ne l'explore pas assez, ce sont les internats d'excellence. Parce que moi, je maintiens qu'un enfant qui fait trop de transport, il arrive fatigué à l'école et il est déjà placé sur un terrain d'inégalité. Voilà. Parce que quand vous arrivez frais et dispo à l'école et que vous venez, et que ceux qui viennent qui ont 1 heure, voire 1 heure et demie de transport, je peux vous assurer que c'est pas les mêmes conditions de travail. Donc bien sûr. Moi, je maintiens que je n'y crois pas du tout. Voilà, je pense que oui à la mixité, mais pas à n'importe quelle condition et pas au détriment de ceux qui sont déjà plus fragiles. Et puis, vous avez parlé de budget. Enfin, je rappelle quand même que le budget de l'éducation nationale dans notre pays, c'est le premier budget. C'est le plus dépensier, je crois, d'Europe. Il est en hausse constante, il faut quand même si là on a eu des diminutions, il est en hausse constante depuis plusieurs années, oui. Donc en fait, il suffit pas de dépenser de l'argent public pour réussir. Moi, je pense qu'il faut qu'on change de modèle. En fait, moi j'appelle à une vraie révolution, parce que on voit bien que ça ne fonctionne plus. On est au bord du précipice, littéralement. Oui, alors on va voir l'autre levier aussi proposé par Papa Ndiaye, c'était justement d'améliorer l'existence, c'est-à-dire les lycées qui sont en zone plus défavorisés, et de proposer une offre plus attractive, par exemple des lycées avec des cours de langue plus importants, des options voilà, des options du sport, voilà, qui ne trouveront pas, rendre ces lycées plus attractifs et justement les inciter à poursuivre aussi leur scolarité.
Ben, c'est le sens, enfin, en tout cas, la mixité, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire Voilà. pouvoir accueillir dans des lycées avec une très forte taux de réussite aux examens des élèves plus défavorisés, et à l'inverse, d'avoir des options d'excellence, de double langue, des classes Voilà. européennes, de musique ou de sport, qui vont pouvoir attirer des élèves qui sont plutôt en réussite et qui vont pouvoir aller faire un petit peu plus de distance pour justement renforcer cette mixité sociale. Je suis d'accord avec le fait que le budget ne fait pas tout, mais c'est quand même un moyen, comme on dit, nécessaire, mais non suffisant. C'est sûr que quand les budgets baissent, que les structures ferment, on a du mal à imaginer comment ça pourrait aller beaucoup mieux. Encore une fois, il y a des choses à repenser, des dispositifs à inventer, des réorganisations à mener, mais il faut aussi avoir la volonté politique et donc les moyens et les budgets. Et si je dois faire le pont avec l'actualité, parce que Pape Ndiaye n'est plus Voilà, il n'est plus. le ministre, la ministre actuelle, elle le C'est sera Anne Genetet aujourd'hui. certainement Aujourd'hui, elle le sera certainement bientôt plus non plus. C'est ministre de l'Éducation nationale, je dois le dire. Pardon, excusez-nous. C'est pour moi une heureuse nouvelle qu'il ne soit plus en charge de l'Éducation nationale dans notre pays. D'accord, vous n'étiez pas partisane des politiques instaurées par Pape Ndiaye. Alors après, effectivement, oui. on a eu Gabriel Attal pour faire le petit historique 2024. Anne Genetet aujourd'hui, qui est à la tête de l'Éducation nationale. En tout cas, à l'instant, nous parlons. Gabriel Attal, à part l'abaya, je ne sais pas très bien ce qu'il a fait pour la réussite éducative et la réduction des inégalités scolaires. Là, on en a une nouvelle qui manifestement est bientôt une ancienne, d'après les informations que je peux avoir. Donc voilà, on renforce encore effectivement pour le coup cette instabilité, mais le peu qui a été annoncé était quand même pas très rassurant. Encore une fois, la pérennité de ces classes de niveau qui renforce encore un peu la ségrégation. Enfin, encore une fois, on a déjà une ségrégation sociale et géographique, et là, au sein même d'une classe, on allait diviser en trois en fonction des niveaux. Je ne vois pas en quoi ça pouvait améliorer, encore une fois, d'élever le niveau collectif, et puis cette annonce de suppression des 4000 postes dans l'éducation nationale. La justification, c'était on a une démographie scolaire qui diminue un petit peu, on a un petit peu moins d'élèves, et donc on en profite tout de suite pour supprimer 4000 postes dans l'éducation nationale. Moi, je pense que cette baisse ponctuelle de la démographie aurait dû permettre au moins à effectif constant de diminuer les effectifs dans les classes, parce que s'il y a bien un deuxième critère assez objectif qui permet de dire on élève le niveau, c'est d'avoir un petit peu moins d'élèves par classe pour avoir un professeur qui a un petit peu plus de temps par élève, qui peut consacrer un petit peu plus de temps aux élèves en difficulté, qui peut faire des classes, justement des mini-groupes pour faire des travaux. Donc là, on entend quand même de la part des professeurs, de la part des parents d'élèves, qu'on a un vrai problème de sureffectif dans les classes. Et au lieu de profiter d'une baisse de la démographie pour soulager un petit peu les enseignants, soulager un petit peu la pression sur les élèves avec des classes à plus de 30 dans plusieurs niveaux, on en profite tout de suite pour supprimer 4000 postes dans l'éducation nationale. Je trouve que c'était un très mauvais signe envoyé par ce gouvernement avec cette annonce. Et si madame vous êtes exprimée sur Pape Ndiaye, moi je suis assez heureux que la ministre actuelle, avec son projet de suppression de postes dans l'éducation nationale, ne fasse pas long feu. Alors on va redonner effectivement la parole à Alexandra Spinner tout de suite. Alors on parlait d'Anne Genetet qui est l'actuelle ministre, en tout cas ce soir, de l'Éducation nationale. Anne Genetet a présenté il y a quelques semaines son projet de choc des savoirs version 2. Elle faisait suite effectivement aux politiques menées par Gabriel Attal. Est-ce que dans ce choc des savoirs deuxième version, vous avez, Alexandra Spinner, des points qui vous paraissaient néanmoins intéressants? Alors, juste pour revenir sur quels sont les leviers d'émancipation, et notamment vous évoquiez pour la mixité sociale et vous évoquiez le sport. Nous investissons massivement dans les dispositifs culturels, dans le sport, dans tout le territoire francilien, parce que effectivement, ça permet une action concrète pour la réussite des jeunes, de comprendre les règles, de s'engager grâce au sport. Et aussi, nous proposons une découverte des métiers, parce que à la fin des fins, quand nos enfants, les jeunes font des études, c'est quand même pour avoir un métier à l'issue de leur parcours. Donc, on fait ce gros travail en Île-de-France pour proposer des solutions, que la culture, que le sport soit à portée de main, à portée du jeune. Donc ça, c'est le premier point. Sur le choc des savoirs, déjà, moi, je regrette
voilà, on a un ministre de l'Éducation nationale, on a à peine le temps de comprendre ce qu'il nous propose, que c'est déjà un autre qui arrive. Je trouve que ça devient lassant. Je trouve qu'il y a un côté un petit peu méprisant pour les enseignants qui sont en première ligne et qui doivent chaque année, chaque rentrée, se réadapter, se réinventer et être en ligne avec les mesures proposées par le énième nouveau ministre. Sur le choc des savoirs, moi je pense qu'il faut remettre les fondamentaux au cœur de l'école. Je pense que avant de proposer tas de choses et de demander à nos professeurs de faire autre chose qu'enseigner, je pense qu'il faut que nos enfants sachent, que tous les enfants sachent lire et compter déjà. Vous savez, ça paraît très basique, mais les grandes théories sur l'école, c'est bien, mais apprenons déjà, armons nos enfants déjà pour comprendre le monde et pour savoir s'exprimer déjà, parce qu'on constate tous un effondrement du niveau général de nos jeunes. Et ça n'est pas acceptable. Donc, choc des savoirs, très bien. Remettons les matières fondamentales au cœur de l'enseignement. Oui, alors tout à fait. Alors vous anticipez un peu ma question, puisque j'allais vous poser cette question à l'un comme à l'autre. Que faut-il aujourd'hui, d'après vous, et j'attends un peu vos propositions, pour améliorer les conditions d'apprentissage en cours? Romain Eskenazi. Alors d'abord, moi je parlais, on a parlé mixité, je pense qu'on a assez abordé le sujet et on a effectivement perçu les différentes visions qu'on pouvait avoir, donc il y a ces questions de la mixité, mais il y a aussi cette question des effectifs. Nous on allait même un petit peu plus loin dans notre programme, on proposait de recruter des enseignants et du coup forcément de revaloriser un petit peu leur rémunération, parce que vous savez, à l'époque, au début de la République, l'instituteur c'était vraiment un pilier extrêmement respecté, qui avait un rôle central dans la société. Et aujourd'hui, ils sont assez dénigrés. J'ai encore entendu récemment un ancien président de la République s'exprimer sur le sujet en disant en gros, il travaille 6 mois par an et encore, etc. Donc bon, voilà, moi je pense qu'il faut déjà que nos représentants politiques et que globalement la société ait un peu plus de considération. Oui, revaloriser la fonction enseignante. Revaloriser la fonction, ça passe d'abord par la rémunération, mais pas seulement, aussi les revaloriser sur leur place dans leur société, sur leur place au sein de l'établissement, avec les projets d'établissement dans lesquels ils doivent être parfaitement associés, leur donner aussi des moyens pour leurs projets, parce que moi j'ai vu, alors ça dépend parfois en plus de subventions municipales, donc ça va dépendre aussi des municipalités si elles aident par exemple pour les départs en classe verte. Vous avez des villes qui aident pour les départs en classe verte et qui permet aux enfants des villes de découvrir la campagne, de découvrir autre chose, de faire des activités sportives ou culturelles, et vous en avez d'autres où effectivement la commune elle va avoir d'autres priorités, elle ne met pas ces moyens là. Donc donner aussi de manière institutionnelle aux professeurs les moyens de mener des projets éducatifs et à bien du départ jusqu'à l'arrivée. Et cette question des effectifs, je pense que très clairement, en réduisant les effectifs par classe, en laissant plus de temps par élève, plus de temps pour la pédagogie, quitte à prendre un petit peu plus de temps avec tel ou tel élève ou tel groupe d'élèves qui vont avoir plus de difficultés. Voilà, et c'est en ça que, encore une fois, il y a plein de choses à inventer, à réinventer en termes de méthodologie certainement, mais il y a aussi, et ça passe aussi par une question de moyens, et on n'arrivera pas à réduire le nombre d'élèves par classe, à recruter des enseignants, à recruter des AESH. Je crois que c'est un sujet que vous vouliez évoquer et qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est une difficulté criante aujourd'hui dans notre pays. Donc voilà. Après, sur les programmes, moi, là où je rejoindrais Madame Spinner, c'est que à chaque fois, le fait d'avoir un nouveau ministre, une nouvelle réforme, des nouveaux programmes, c'est vrai que c'est assez usant pour les enseignants. Moi, je pense qu'on aurait dû avoir, et bon là je parle avec beaucoup de conditionnels, mais un gouvernement qui s'appuie sur une majorité un petit peu plus stable et qui permette d'avoir un gouvernement qui se projette sur 2 ans et de pouvoir d'abord donner la parole aux acteurs de terrain. C'est-à-dire, moi, j'ai pas, en tant que député, même si j'ai été élève, parent d'élève, j'interviens régulièrement, j'ai aussi été administrateur d'établissement scolaire, j'ai pas la solution miracle, effectivement, pour d'abord renforcer les savoirs fondamentaux, le français, les mathématiques, même l'anglais. Enfin, encore une fois, on est dans une société où ça peut quand même beaucoup aider dans la vie professionnelle. Voilà, l'histoire, etc.
je pense qu'il faudrait d'abord redonner la parole, et non pas seulement aux têtes de réseau, aux grands présidents de syndicats, etc., qui ont évidemment des remontées de terrain, mais je pense qu'il faudrait d'abord commencer par écouter les acteurs de terrain, les enseignants, les équipes pédagogiques, les CPE, les directeurs, les chefs d'établissement, qui sont confrontés aux réalités au quotidien. Et pour prendre le temps de cette concertation, effectivement, il ne faut pas une ministre qui reste 2 mois. Là, elle aurait à peine eu le temps de lancer sa concertation. Mais le fait d'arriver et d'avoir un choc des savoirs 2.0, avec des réformes en français, en mathématiques, en langue vivante, etc. Voilà, je pense que c'est usant pour les enseignants qui ont à peine le temps de s'approprier des changements de programme qu'ils en ont de nouveaux. Donc je pense qu'il faut s'inscrire sur le temps long, lancer une réelle concertation sur des changements de méthodologie, des adaptations du programme, et lancer une réforme assez globale, mais qui implique nécessairement, et je reviendrai là-dessus, sur une question de moyens pour réduire les effectifs par classe. On ne peut pas, dans une classe de 34 élèves, enseigner correctement par rapport à une classe de 24 élèves. Ça me semble être du bon sens. Oui, l'accompagnement des élèves n'est pas le même. Donc, vous-même, Madame Spinner, par rapport à ces propositions, quelles seraient les vôtres pour justement améliorer les conditions d'apprentissage en classe? Alors, déjà sur le fameux choc des savoirs, il porte quand même une ambition qui est celle de rehausser le niveau des élèves, en français notamment. Donc ça, évidemment, je ne peux que soutenir. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est une ambition que je soutiens à 100%. Néanmoins, et c'est là que je rejoins ce que vous venez de dire, je trouve qu'il y a une insuffisance de soutien qui est apporté à ceux qui sont quand même les derniers fantassins de la République. Je veux dire, on est en plein procès de l'assassinat de Samuel Paty. On voit bien que exercer le métier d'enseignant aujourd'hui est vraiment très, très difficile. Et il faut savoir que nos professeurs sont parmi les moins soutenus et les moins accompagnés d'Europe. Quand vous avez un enseignant de Singapour qui a 100 heures de développement professionnel par an, vous avez un enseignant français qui ne suit en moyenne que 10 heures. Voilà. Donc, nos enseignants sont insuffisamment rémunérés, ils ne sont pas suffisamment formés, ils sont tout le temps dénigrés au plus haut niveau de l'État, ce qui est tout à fait inacceptable. Totalement inacceptable. Les comparaisons internationales. Vous rejoignez donc Romain Skenazy sur ce point. Donc ça, c'est évidemment pas acceptable. Maintenant, je pense qu'il y a un sujet dont on parle peu, mais qui est aussi essentiel, et notamment quand on a des classes avec des effectifs importants, c'est quand même, pardon du gros mot, mais le retour de la discipline à l'école. Voilà, il faut que la discipline ne soit pas un gros mot, il ne faut pas que ce soit un tabou, et il faut que les professeurs puissent enseigner dans de bonnes conditions. Et c'est-à-dire plus concrètement plus concrètement, justement, Madame Spinner, quelles seraient vos propositions justement pour pour instaurer plus de discipline? Il faut qu'il y ait une volonté politique. Il faut qu'il y ait une volonté politique. Il faut aussi que les enseignants adhèrent à l'idée que ils sont aussi là pour imposer la discipline. Et il faut plus de respect des élèves pour leurs enseignants. Et ça passe aussi par l'exemplarité. Effectivement, quand un ancien président de la République, pardon de le dire, mais tient des propos méprisants pour les enseignants, ça n'aide pas. Hein. Je peux vous assurer Nicolas que ça Sarkozy, pour ne pas le nommer, parce que depuis tout à l'heure on en parle. Comme des feignants, nous qui sommes sur le terrain, on rencontre des enseignants, des équipes pédagogiques tous les jours, je peux vous dire qu'ils sont très courageux, très investis, très engagés et que tout repose sur eux. Donc les décrire comme des feignants qui prennent des vacances trop longues, c'est tout à fait inexact. Et d'ailleurs sur les vacances, puisque vous faisiez allusion aux propos d'un ancien président de la République, je ne suis pas certaine que les enseignants seraient opposés à ce que, mais je sais que c'est un grand tabou supplémentaire, à ce que les vacances scolaires soient moins longues. Hein.
C'est une question qu'on ne pose jamais. Mais un jour ou l'autre, il faudra bien se poser la question aussi des vacances scolaires, qui ont été fixées par les offices de tourisme de ski, des stations de ski. Et donc, voilà, parce que oui, donc vous ne parlez pas nécessairement des vacances uniquement estivales. C'est plus fragile, socialement. Oui, vous ne parlez pas nécessairement des vacances estivales, mais des vacances qui sont peut-être 2 semaines en cours d'année. Ça vous paraît un peu long, peut-être, 2 semaines en février? Non, mais moi, je sais que ce temps-là, les enseignants l'utilisent pour travailler et pour préparer leurs cours. Tout à fait. Ça, moi, je ne veux même pas rentrer dans un débat, est-ce qu'ils ont trop de vacances ou pas. Mais quand on parle d'égalité des chances, les vacances, je peux vous assurer que ça, c'est un terreau d'inégalité comme aucun autre. Tout à fait. D'ailleurs, nous l'avons vu au tout début de l'émission. Parmi les 4 facteurs de différence sociale, le fait de ne pas partir en vacances était l'un des 4 facteurs importants. Donc, bien évidemment, les enfants venant de milieux défavorisés sont pénalisés à ce niveau, et c'est source de différence déjà à tout niveau, à tout moment dans la scolarité. Alors, ce qu'on va faire, Oui, au choc des savoirs, mais surtout, oui, à un choc de soutien, d'adhésion et d'affection, si j'ose le terme, aux enseignants. Tout à fait. Donc déjà, vous rejoignez Romain Eskenazi là, sur ce soutien aux enseignants et la revalorisation de la profession. Ça, c'est un point important. Alors, on va continuer à évoquer justement ces mesures que l'on peut mettre en œuvre. Avant toute chose, je voudrais là, on a évoqué bien sûr les politiques gouvernementales. Je voudrais qu'on s'attache aussi aux politiques à l'échelon local. Et puis, on va parler, Romain Eskenazi l'évoquait il y a quelques instants, au terme de cette émission, on parlera aussi de l'accueil des enfants en situation de handicap, parce que l'égalité des chances, ça concerne aussi ces enfants. Et on parlera des personnes que l'on appelle des AESH, c'est-à-dire les accompagnants qui sont recrutés par l'école, par donc le gouvernement et l'éducation nationale. Donc on va voir juste quelques images par rapport à des mesures locales. Et on revient un instant pour d'autres mesures. Voilà, alors nous avons vu quelques mesures qui sont mises en œuvre. Alors, on a vu la ville de Paris qui offre donc pour les enfants qui entrent en classe primaire, qui offre des kits, un kit de fourniture scolaire. On en parlait tout à l'heure, donc ça c'est important. On a vu, chère Alexandra, la région Île-de-France qui offre 300 € pour les lycéens, pour diverses, notamment pour le transport, pour l'achat d'un vélo. Enfin, voilà, on a vu des mesures d'accompagnement. On a vu aussi la région qui offre un ordinateur à tous les élèves qui arrivent en seconde. Ça, la fracture numérique, c'est aussi une inégalité. Exactement. Quand vous rentrez chez vous et que vous n'avez pas de Wi-Fi et que d'autres peuvent travailler sereinement, vous n'avez pas d'ordinateur sur lequel travailler. C'est déjà une inégalité frappante. Exactement. Donc on voit ces mesures. Et puis on a vu aussi Romain Eskenazi, vous pouvez peut-être nous parler. La toute dernière image qu'on a vue, c'est la commune de Cergy qui est labellisée cité éducative. Vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots parce que c'est important, je pense. Alors pardon, mais moi je n'ai pas vu les images, donc si vous pouvez juste m'éclairer. Oui, pardon. Effectivement, c'est vrai que vous êtes au téléphone, vous n'avez pas notre direct. Alors on a juste montré quelques images, effectivement, comme je l'expliquais, les kits à Paris, les mesures justement par la région. Et puis on avait une petite image de Cergy justement qui est labellisée cité éducative. Et donc voilà, je voulais que Romain Eskenazi nous en parle quelques instants parce que c'est important dans le cadre de l'égalité des chances.
Les cités éducatives, c'est un dispositif national d'accompagnement de 0 à 25 ans, et effectivement la ville de Cergy a été labellisée par rapport à l'ensemble des actions qu'elle porte. Encore une fois, la réussite, et on voit bien que ça va jusqu'à 25 ans, quand on parle d'égalité des chances, égalité des chances de réussite à l'école, mais après on en a parlé tout à l'heure, d'égalité d'accès à un emploi. Quand on arrive Et donc dans la vie voilà, ça professionnelle. passe aussi par le soutien à toutes ces associations de quartier, aux maisons de quartier, aux centres socioculturels, aux associations qui font de l'accompagnement à la parentalité, aux associations qui font du soutien scolaire, aux associations d'animation sociale de proximité, qui font des sorties culturelles, qui font des mini-séjours, etc. Et je pense que c'est tout ça qui contribue finalement à la réussite de l'élève. Absolument. C'est pierre par pierre, encore une fois, qu'on construit le mur de la réussite, si on prend une image. Mais en tout cas, quand on dit quelle mesure il faudrait, je pense qu'il n'y a pas une mesure phare qui pourrait faire en sorte que on supprime totalement les inégalités et l'égalité des chances. Voilà, et c'est selon moi tout ce maillage-là. Et même si je reconnais que c'est une très belle initiative sur les ordinateurs pour la lutte contre la fracture numérique et les aides qui peuvent être faites, enfin nous en tout cas à gauche, on regrette effectivement la suppression d'un certain nombre de crédits, notamment politique de la ville, notamment les missions locales, et un certain nombre de petites actions qui peuvent ne paraître être qu'une ligne sur un tableau Excel. On dit bon bah il faut qu'on récupère un petit peu de budget, on en prend un peu par-ci par-là, ça se voit pas tellement. Si je dois simplement, sans parler de la région, moi comparer dans ma ville à Montmorency, j'ai un quartier populaire, on a 23% de logement social à Montmorency, et ben il y a encore 10 ans, il y avait 2 salles d'animation sociale de proximité, de soutien scolaire, des éducateurs spécialisés. Toutes ces structures ont fermé les unes après les autres. Vous avez au moins aujourd'hui 4 bâtiments avec des rideaux de fer qui sont fermés. Et donc finalement on a l'impression que ça se voit pas, mais on le sent que 10 ans plus tard, le niveau scolaire a baissé, le climat dans le quartier a diminué, les faits de délinquance augmentent. Et donc c'est vraiment l'ensemble des acteurs locaux, à la fois municipaux, associatifs et éducation nationale, qu'il faut soutenir si on veut collectivement réussir le pari de la réussite. Tout à fait. Alors, Alexandra Spinner, voilà, je voudrais vous faire réagir à ce que vient de dire Romain Askenazi. Je ne sais pas s'il y a une solution miracle, et je crois que malheureusement nous savons bien que la solution miracle n'existe pas, mais il y a en tout cas un prérequis, c'est qu'il faut qu'il y ait systématiquement une collaboration des familles, de la communauté éducative, des services de l'État, des collectivités, des associations. C'est pour ça que nous soutenons des associations aussi qui sont très ancrées localement et qui font un travail formidable. Moi, je vais les rencontrer, je vais voir ce qu'elles font concrètement et comment elles aident au quotidien les jeunes. Donc, voilà, cette mise en commun, de tous nos moyens, elle est essentielle pour réussir. Vous reconnaissez donc, chère madame, que la disparition du budget politique de la ville, de la région, la réduction drastique des politiques de mission locale, l'affaiblissement du maillage territorial à travers la fermeture des structures pararégionales, enfin, c'est pas franchement des initiatives qui vont dans le bon sens si on veut lutter contre le décrochage scolaire et pour l'égalité des chances. Et nous c'est vrai que c'est quand même des décisions qu'on regrette amèrement. Nos actions typiquement sur Oriane, qui est maintenant notre boîte à outils de l'orientation, où nous proposons aux jeunes une aide concrète avec des offres de formation professionnelle, des offres d'apprentissage, un guide d'orientation après le bac, parce que la plupart de nos jeunes qui sont éloignés de la réussite sont perdus quand ils doivent s'orienter, avec un accompagnement personnalisé dans un parcours d'orientation, comment créer son CV, prendre rendez-vous avec un conseiller qui vous accompagne. On a des aides concrètes et nous continuons localement à soutenir les associations et à soutenir ce maillage territorial qui est essentiel. Alors, il y a eu des baisses, je ne peux pas le nier, mais nous avons fait le choix de sanctuariser le budget lié et dédié à l'éducation. C'est pas vrai, madame, mais enfin encore une fois, oui, il y a plein d'initiatives qui sont prises, mais vous pouvez pas dire que, ou alors sanctuariser depuis combien de temps, parce que ne serait-ce que sur la ligne de paiement 2024, les 2 millions alloués pour le décrochage scolaire ont pas été utilisés sur 2024, les fonds sociaux européens vont encore baisser l'année prochaine, et encore une fois, moi je l'ai vécu, les missions locales qui justement s'occupent des jeunes parce qu'on peut pas dire on s'occupe des jeunes dès le CP, dès la 6e, mais qu'est-ce qu'on fait des jeunes qui ont aujourd'hui 16 ans, 18 ans, et
qui sont sortis sans formation, sans diplôme. Il faut quand même les accompagner vers une formation professionnelle, il faut quand même les accompagner vers l'emploi. Et pour les avoir fréquentés, quand je travaillais à la mairie de Gonesse par exemple, ou seul plus près de chez moi, à Deuil-la-Barre, c'est vrai que les missions locales faisaient quand même ce travail d'accompagnement individualisé. Il y a certains jeunes qu'il faut prendre par la main et qu'il faut emmener et avec qui il faut rechercher un projet personnalisé et individualisé. Et donc, même si j'entends encore une fois, et moi j'aime pas être dans la caricature et dans le procès d'intention, et je reconnais, chère madame, votre engagement personnel et un certain nombre d'initiatives intéressantes, mais globalement, sur ces 10 dernières années, les structures qui ont fermé, qui ont perdu leur financement, on a perdu un petit peu de ce maillage territorial, et malheureusement, je crains que ça n'ait aggravé les inégalités sur nos territoires. Alors justement, moi j'ai deux points que j'aimerais voir avec chacun de vous avant de passer aux AESH. Ah oui. Tout d'abord, comment est-ce que idéalement on peut accompagner l'orientation et favoriser la poursuite des études dans l'enseignement supérieur? Quelles seraient vos mesures? On va poursuivre quelques instants avec vous, Romain Eskenazi. Alors, concrètement, c'est-à-dire pour des personnes qui voudraient... Alors déjà, premièrement, avant de la poursuite dans des études supérieures, je pense qu'il faut, au même titre qu'on parlait avec Madame Spinner tout à l'heure de la revalorisation des enseignants, moi je pense qu'il faut arrêter de dénigrer les formations professionnalisantes. Oui. Quand on veut être pâtissier, c'est un très beau métier. Quand on veut être plombier, c'est un très beau métier indispensable. Moi j'ai travaillé à l'hôpital, je peux vous dire que sur les hôpitaux de Saint-Denis-et-Gonesse, il nous manque des dizaines et des dizaines d'infirmières. Madame Spinner connaît le sujet, les IFSI, les instituts de formation en soins infirmiers, sont gérés par les régions. Et on a aujourd'hui du mal à remplir les écoles alors qu'il y a des besoins qui sont absolument essentiels. Donc il ne faut pas forcément favoriser absolument le bac plus 5 en disant que si tu n'as pas fait un bac plus 5, tu as raté ta vie. Je pense qu'il faut au contraire aussi accompagner les jeunes vers des formations, vers des métiers qui sont utiles, qui sont recherchés aussi. On voit toutes les industries aujourd'hui, le secteur de la restauration, qui recherche des professionnels formés et qualifiés. Donc moi je ne serais pas vers une société où il faut que tout le monde aille vers des formations à bac plus 5, formation supérieure. Je pense qu'il faut commencer déjà, ne serait-ce que dans les discours, mais également dans les financements, dans les fléchages, dans les accompagnements, dans les conseillers d'orientation qui font un très très gros travail au sein des collèges et des lycées, à encourager, cependant, toi t'es mauvais élève, tu vas faire telle formation professionnelle. Voilà, c'est la voie de garage. Voilà, il faut plus que ce soit une voie de garage, parce qu'encore une fois, c'est des très beaux métiers qui sont, et on l'a vu pendant le Covid, utiles et indispensables à la société. Donc ça, c'était un premier point, encourager la formation professionnelle, encourager l'alternance pour ces métiers qui sont vraiment de beaux métiers. Et après, il faut susciter l'envie par l'exemple, et c'est vrai que quand on a de mauvais, voire très mauvais résultats scolaires au lycée, c'est difficile après d'accéder à des formations supérieures. Donc c'est déjà par le primaire qu'il faut commencer, puis au collège et enfin au lycée, d'avoir des accompagnements qui soient de plus en plus individualisés. Le fait qu'il y ait des communes où on propose du soutien scolaire et d'autres où on ne propose pas de soutien scolaire en fonction de la bonne volonté de la municipalité, pour moi ça renforce les inégalités territoriales. Oui. C'est pour ça que la mesure instaurant du soutien scolaire à l'intérieur même des établissements, proposé par les enseignants, qui connaissent les programmes, qui connaissent les élèves, à qui ça peut faire un petit surplus de rémunération. Moi, je trouve que c'est une proposition qui va dans le bon sens, et je pense qu'il faudrait systématiser ce soutien scolaire, alors que parfois, les établissements manquent un petit peu de moyens humains pour le mettre en œuvre. Et là où je rejoindrai Madame Spinner, c'est sur la question de la connaissance des métiers, parce que finalement, quand on a 17 ans, qu'est-ce qu'on connaît vraiment des métiers qui recrutent, des métiers qui vont avoir un vrai aspect relationnel, où on va apprendre à faire quelque chose de ses 10 doigts et ça va être très valorisant parce que à la fin de la journée, on aura réussi à réaliser quelque chose, on aura réussi à aider quelqu'un. Donc je pense qu'il y a une mauvaise connaissance des métiers et des différents métiers, de la pluralité des professions qui existent, et donc ces conseillers d'orientation, je pense qu'il faudrait qu'ils soient un petit peu plus nombreux, et avec des interventions qui soient systématiques et pas simplement entre deux cours, un petit rendez-vous comme très ça ponctuel. Et très ponctuel. Voilà, je pense que ça doit être un accompagnement tout au long de la scolarité pour apprendre à découvrir ces différents métiers. Ouais. Très bien. Et vous, Madame Spinner, justement, comment quelles seraient vos mesures pour justement accompagner l'orientation? Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut refaire de la voie professionnelle une voie d'excellence. Oui. Pour cela, il faut vraiment qu'on fasse une véritable révolution, parce qu'on se rend compte en réalité que les familles sont très réfractaires.
quand on explique à des familles que leurs enfants devraient emprunter la voie professionnelle, ils considèrent que c'est un échec, alors que c'est une véritable, ça peut être un vrai parcours de réussite. Et je crois qu'il faut aussi que nous, dans notre pays, on fasse un travail sur notre façon d'appréhender la réussite, parce qu'il n'y a pas qu'une seule réussite, il y a des réussites. Moi, je peux vous dire, pardon pour les avocats, mais je peux vous dire que quelqu'un, par exemple, qui serait plombier, peut très facilement mieux gagner sa vie qu'un avocat. Typiquement, c'est un exemple un peu bateau, mais je peux vous assurer que c'est vrai. Il y a des formations qui sont des formations diplômantes, et qui mènent vers un métier, parce que le but c'est toujours d'avoir un métier. C'est pour ça que nous, à la région, on propose le portail Oriane, qui est le premier portail qui recense toutes les informations sur l'offre de formation en Île-de-France, parce que la connaissance des formations, ça aussi c'est une inégalité, parce que il y a les familles qui vont passer des heures et des heures à chercher quel sera le meilleur cursus pour leurs enfants, et puis d'autres qui n'ont pas cette capacité. Donc nous, on a voulu mettre un fin au délit d'initié de l'orientation, voilà, et de permettre à tous les lycéens, tous les collégiens, tous les apprentis et tous les jeunes de trouver leur voie. Voilà, trouver sa voie, et il n'y a pas une seule réussite, il y a plusieurs réussites. Ce que nous faisons aussi, c'est d'amener les entreprises dans les lycées. Oui, c'est un point important, oui, pour mieux faire connaître les différents métiers qu'on connaît peu finalement quand on est lycéen ou le jeune. C'est quand même une des clés de réussite. Ça fonctionne. Je veux dire, ça, c'est vraiment transpartisan. On en a fait l'expérience. Ça fonctionne. Quand l'entreprise vient au sein de l'école pour proposer ses formations, pour proposer un métier aux jeunes, ça fonctionne. Voilà. Et c'est ça qu'il faut décliner. Oui. Et effectivement, il faut changer de mentalité, parce que la voie professionnelle, ça n'est pas une voie de garage, ça n'est pas un échec, c'est une grande réussite. Moi, je peux vous assurer que aller voir, par exemple, des jeunes qui travaillent dans l'horlogerie ou une formation, par exemple, à laquelle on a mis un terme et qui manque cruellement, c'est la formation de chaudronnerie. Oui. C'est une formation qui était déclinée dans plusieurs filières, qu'on a fermées pour des raisons totalement incompréhensibles et qui maintenant fait cruellement défaut. Je cite cet exemple. Mais donc, est-ce que pour un jeune, justement, alors on parle de formation dans certaines professions, est-ce que justement les débouchés déjà sont en nombre suffisant, d'une part, et d'autre part, est-ce que les conditions salariales de ces professions dont vous parlez sont suffisamment attractives pour des jeunes ? Écoutez, là où je rejoins Madame Spinner, c'est que très franchement, quand vous avez parfois des bac plus 5 avec finalement où finalement vous vous retrouvez sur le marché du travail où il n'y a pas vraiment de débouchés. Moi, je pense que à l'inverse, vous avez dans la voie professionnelle beaucoup d'entreprises qui attendent et qui manquent de main d'œuvre. Je vous le dis, dans l'industrie, dans la restauration et dans les métiers. Je veux pas utiliser d'anglicisme, mais dans les métiers du care. Enfin, encore une fois, les aides-soignantes, les puéricultrices, les infirmières, enfin tous ces métiers-là qui sont pas des métiers à bac plus 5, même si c'est encore une fois un diplôme à bac plus 3 quand même pas simple à obtenir. Le métier d'infirmière, c'est quand même des études supérieures, donc c'est pas tout à fait la voie professionnelle. Mais bon, en tout cas, c'est un métier qui manque cruellement. Et c'est vrai que les jeunes vont avoir aujourd'hui tendance à dire bon bah le parcours c'est bac plus 5, il faut forcément que j'ai un master, pour derrière finalement se retrouver vraiment en grande difficulté. Enfin, je vous dis. Oui, puis on arrive sur une saturation forcément si tous les élèves vont vers bac plus 5. Quand on publiait une recherche de chargé de communication à l'hôpital, parce qu'il en faut pour faire des actions de prévention, pour faire de la communication interne quand vous avez 5000 salariés, pour communiquer auprès des médecins, vous avez 50 CV en 3 minutes. Et à l'inverse, on attendait plusieurs dizaines d'infirmières. Donc voilà, je pense qu'il faudrait que les jeunes soient aussi conscients de la réalité du marché du travail, et par rapport aux rémunérations, les rémunérations sont parfois beaucoup plus intéressantes pour ces voies professionnelles que pour des bac plus 5 divers en différentes matières. Oui, donc c'est ce qu'on doit mettre aussi en valeur aujourd'hui, parce qu'on n'a pas forcément cette idée de rémunération attractive. Mais pour revenir à votre question initiale, je pense que l'accompagnement individualisé et le fait de pouvoir discuter avec un jeune,
parler de son projet professionnel, lui cibler la formation qui lui correspond, faire le point, tu en es où, l'aider justement. Je pense que cet accompagnement qui est réalisé aujourd'hui par qui? Hier, c'était plutôt il y avait les missions locales qui accomplissaient ce travail-là, mais il y a aussi ce qu'on appelle les éducateurs spécialisés, dont le métier, c'est de faire de l'accompagnement individualisé pour les jeunes qui vont rencontrer différentes difficultés. Ça, c'est la clé. Et encore une fois, pareil, les éducateurs spécialisés, on en manque cruellement, parce qu'ils sont peu considérés, ils sont pas très bien rémunérés, et je ne connais pas une structure qui recrute des éducateurs spécialisés qui est pas en manque de personnel aujourd'hui. Donc c'est une voie à la fois qu'il faut encourager, mais voilà, je pense qu'il faut réellement revaloriser ce métier pour pouvoir permettre d'accompagner des jeunes qui parfois ont besoin d'un petit coup de pouce, d'un suivi personnel pour pouvoir reprendre confiance et aller vers son projet professionnel. Et justement, là, vous me tentez une perche par rapport à la question que je souhaitais proposer à Alexandra Spinner, c'était comment lutte-t-on contre le décrochage scolaire, puisque vous êtes spécialiste de ce domaine en Île-de-France. Quelles sont les mesures phares pour lutter contre le décrochage scolaire ? Alors, les mesures phares pour lutter contre le décrochage scolaire, c'est déjà de détecter le décrocheur. Oui, voilà. C'est vrai. Détecter le décrocheur, c'est le premier pas pour le sauver. Parce que en réalité, on s'aperçoit que vous avez des jeunes qui sont tenus à flot dans toute leur scolarité et qui finalement finissent par échouer. Donc ça, c'est très important et c'est un des enjeux majeurs que nous avons, qui est un défi pour nous, pour toute la communauté éducative, c'est de leur parler et de leur proposer des chemins de réussite. Ça, c'est très important. Intervenir le plus rapidement possible, ça c'est certain. Le maillage est très important, la collaboration de la famille, de la communauté éducative, des associations. Donc ça, c'est très important. Maintenant, au fond, pour qu'un jeune réussisse, il faut qu'il ait la possibilité d'un suivi personnalisé. Si nous n'avons pas la possibilité de proposer quelque chose qui est adapté à l'élève, alors on le perd. Oui. Voilà. Il faut que nous, on a eu beaucoup de mal à avoir une liste des potentiels décrocheurs franciliens, et on a enfin extrait cette liste, et une fois que on a pu avoir accès à cette liste, alors là on a des leviers d'action plus importants. Mais, le décrochage scolaire, vous savez, c'est un processus qui est très lent, qui est très pernicieux et qui amène les jeunes à complètement couper le système de formation initiale et on n'a plus de lien avec eux. Voilà. Chaque année, on a environ 20 000 jeunes qui sont concernés par le décrochage scolaire. 20 000 jeunes. Ce qui est colossal, oui. Donc, les facteurs, on les connaît. Nous, on a évidemment une facteur identifié. On a des mesures qui visent à lutter contre le décrochage scolaire et qui peuvent intervenir aux différents stades de décrochage. Alors, on a la prévention, qui sont des dispositifs qui sont intégrés. Intervenir en amont, ça c'est important, oui. C'est des dispositifs qui visent à orienter le jeune vers une filière ou une formation qui lui correspond. C'est l'accompagnement personnalisé. Oui. On a qui se fait par qui, Alexandra Spinner, cette cadre scolaire, Alexandra, locales, les appels à projets, aussi les dispositifs à destination des parents, parce que sans les parents, ça ne peut pas fonctionner. Voilà, la cellule familiale. Et puis, des mesures d'identification afin de détecter les premiers signes de décrochage. Moi, j'aimerais que ma délégation s'appelle le raccrochage scolaire. Oui. Et peut-être aussi avoir un regard moins sévère sur ce qui, en France, est très vite perçu comme un échec définitif. Vous disiez en tout début de cette émission que l'échec n'était pas définitif. Eh bien, je crois que le message qu'on doit porter aux décrocheurs, c'est que l'échec n'est pas définitif. Et ça, c'est un très important. Et moi, par exemple, je trouve qu'on devrait généraliser l'option de 3e prépa métier à tous les collèges.
la rendre obligatoire dès la 5e. Présentation de métier, rencontre avec des professionnels, visite d'entreprise. Et que sur le modèle, par exemple, du projet Essai métier qui a été qui est généralisé en Belgique, à Bruxelles, on organise plusieurs stages de 3 jours dans d'autres établissements pour les élèves de 3e, pour les lycéens, pour découvrir d'autres options que celles qu'ils préparent. Par exemple, s'ils préparent un bac pro agriculture, qu'ils fassent une immersion dans une classe de CAP cuisine. Je vous donne un exemple comme ça. Bien sûr. Mais c'est étendre le champ des possibles. Totalement. Et qui sont les meilleurs accompagnateurs, si vous voulez, dans ce processus d'évaluation du décrochage? Les professeurs, en première ligne, ce sont les professeurs. Oui. Évidemment. Ça, c'est évident que c'est eux qui alors on essaie évidemment de sensibiliser les parents, mais la première alerte, elle vient de l'école. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut aussi améliorer la confiance en l'école, en les enseignants. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, c'est les fondamentaux. Oui. Qu'on ait chacun une perception plus positive de l'école. Tout à fait. Alors, Romain Eskenazi voulait vous répondre. Oui, enfin, là où je rejoindrais, c'est que pour moi, il y a une des difficultés dans notre pays, c'est le cloisonnement. Moi, je suis très pour la décentralisation. Je pense que quand les services publics, les élus sont plus près des réalités du territoire, c'est une très bonne chose. Mais quel est le résultat? Aujourd'hui, le chef d'établissement, les enseignants, c'est l'éducation nationale, c'est l'État. Vous avez ensuite les régions qui gèrent les lycées, les collèges qui sont gérés par les départements, les mairies qui gèrent les écoles primaires et le temps périscolaire. Vous avez beaucoup d'associations qui sont sur le territoire. Vous avez les centres communaux d'action sociale, et finalement, ces acteurs-là ne se parlent pas forcément. Oui. Je suis pas un adepte de la réunionnite. Il faudrait pas que tous ces gens passent leur temps en réunion. Mais en tout cas, pour identifier un décrocheur, je remarque qu'il vient plus en cours depuis 2 semaines. Je mettrais même d'ailleurs la police nationale autour, parce que parfois, on a arrêté ce jeune-là de 16 ans qui est en train de faire des bêtises alors que c'était l'heure d'être à l'école. Nous, il se trouve qu'on suit la famille, etc., dans le cadre, bien évidemment, du secret professionnel partagé. Il s'agit pas de mettre sur la table de nuire à la confidentialité d'informations qui sont tout à fait personnelles. Mais, à mon avis, il faudrait un petit peu décloisonner les différentes strates pour que les gens se parlent. Par contre, pour un suivi individualisé, et on revient sur le débat initial, il faut quand même des moyens pour avoir une personne physique qui s'occupe d'un seul jeune. Il y a d'autres dispositifs qui existent qu'on souhaiterait nous, et je sais, Madame Spinner, que le groupe à la région porte cette revendication, c'est d'avoir une école de la seconde chance par département, qui est aussi un établissement qui permet aux jeunes qui vont être en décrochage de se raccrocher, de trouver leurs moyens professionnels et finalement d'être parfaitement intégrés dans la société. Donc toutes ces structures-là, ces personnels-là qui suivent, qui accompagnent, ça demande effectivement des moyens et une très forte volonté politique. Mais au-delà des moyens, c'est vrai qu'il y a une forme de décloisonnement qu'il faudrait avoir pour pouvoir à la fois identifier, mais aussi accompagné par le meilleur acteur possible. Il n'y a pas un schéma. Vous savez, il y a des régions où il va y avoir une association qui va s'occuper de la rédaction de CV de soutien scolaire. Dans la ville d'à côté, il va pas y avoir cette association-là, mais par contre, vous allez avoir les parents d'élèves qui, eux, vont proposer du soutien scolaire. Donc, il n'y a pas un schéma qu'il faut appliquer à tout le territoire national, mais s'appuyer sur les forces vives de chaque territoire pour que chacun, dans son métier, puisse jouer son rôle pour essayer de raccrocher l'élève. Oui, effectivement, c'est une... Et le raccrochage suppose aussi que ce soit un suivi individualisé sur plusieurs années. Parce que, sur du long terme, bien sûr. On est sur le temps long, oui. Vous ne le raccrochez pas en quelques semaines. Donc, il faut vraiment s'assurer que le jeune a bien raccroché et puis lui permettre d'évaluer l'efficacité des dispositifs qu'on lui a proposés. Mais sur le fait de se mettre tous ensemble autour de la table, ça j'en suis convaincue, c'est le seul levier de réussite assuré. Totalement, voilà. Totalement. Donc on revient à cette concertation qui est indispensable. Je plaide pour moins de parents à l'école. Néanmoins, dans la lutte contre le décrochage scolaire, je pense qu'il faut associer les parents. Il y a une expérimentation qui a été faite en Roumanie où on a associé les familles des décrocheurs et ça marchait finalement beaucoup mieux.
Parce que tout le monde se met autour de la table. Je vais vous citer une toute petite expérience que moi j'ai eue à l'occasion de la mise en place de brigades régionales de sécurité dans un établissement professionnel de Paris. La proviseure a souhaité que les BRS, donc vous savez ce que c'est les BRS, hein, je sais que certains à gauche y sont opposés, mais c'est quelque chose qui est vraiment utile. Ce sont des brigades régionales de sécurité que nous mettons en place dans les lycées à la demande des proviseurs. Bien. Et la proviseure a souhaité mettre en lien les brigades régionales de sécurité, la police municipale, des acteurs du commissariat, la CPE. Tout le monde s'est mis autour de la table pendant 3 semaines. Je peux vous assurer que le résultat final, c'est que tout allait beaucoup mieux. Et c'est pas une théorie, c'est vraiment un cas pratique. Donc oui, tout le monde doit se mettre autour de la table. Et c'est vrai que c'est notre maladie française, c'est que tout le monde est dans son couloir de nage, personne ne se parle finalement l'un à l'autre, ou alors juste pour faire pour exposer ses résultats et ses théories. Et en fait, ça n'est que quand on se met tous ensemble que on peut obtenir des résultats. Oui, et là vous rejoignez parfaitement ce que disait Romain Eskenazi à l'instant. Je suis complètement d'accord. Voilà. Complètement d'accord. Alors on va, pour conclure cette émission, moi je voudrais qu'on parle, on l'a évoqué, et je sais que vous, Romain Eskenazi, c'est un sujet qui vous tient vraiment à cœur, c'est la situation des AESH, donc les accompagnants pour les enfants en situation de handicap. Alors Michel Barnier a annoncé certes des suppressions d'emplois dans les postes d'enseignants, mais il a néanmoins annoncé la création de postes d'AESH en supplément pour l'année à venir. Alors, AESH, c'est effectivement accompagnant des élèves en situation de handicap. Vous avez des élèves qui ont une telle situation de handicap qui doivent être dans des établissements dédiés et spécialisés. Il en manque cruellement. Voilà. Il manque cruellement de ces établissements. Mais il y a beaucoup d'enfants qui peuvent, sous réserve qu'ils soient accompagnés, soit collectivement, vous avez parfois un AESH pour 2 ou 3 élèves, ça peut suffire, soit en fonction de la pathologie de l'élève, un ou une, on peut dire une d'ailleurs, parce que c'est de manière écrasante des femmes qui font ce métier aujourd'hui, qui accompagnent un élève, mais si on crée les postes, encore faut-il les recruter. Il y a aujourd'hui un manque cruel d'AESH en France qui sont sous-payés, on est bien en dessous du seuil de pauvreté, avec des emplois du temps totalement hachés, on va faire quelques heures par-ci, quelques heures par-là, c'est que pendant les heures de cours. Oui. Là, on commence à avancer enfin sur la question de la pause méridienne, parce que vous savez que la pause méridienne ne dépend pas de l'éducation nationale, la cantine, les surveillants, entre guillemets, ceux qui encadrent la restauration scolaire sont des agents municipaux. Du coup, comme eux, c'était des personnes d'éducation nationale, ils travaillaient pas sur le temps du midi, donc l'élève n'était pas accompagné sur le temps du midi. On avance sur ce sujet-là, je pense que il devrait aussi être pris en charge sur le temps périscolaire. Quand il reste au centre de loisirs, en fait, on hache le temps de l'enfant en fonction des responsabilités. Là, à telle heure, c'est la mairie, à telle heure, c'est l'école, de nouveau, c'est la mairie, puis de nouveau l'école, puis de nouveau la mairie. Et du coup, il y a une discontinuité de la prise en charge. Je pense qu'il faut améliorer leur statut, qu'elles soient réellement considérées, qu'elles soient titularisées, que leur rémunération soit augmentée. Et à ce moment-là, de pouvoir en augmenter plus, parce que quand vous n'avez pas d'AESH dans une classe, non seulement ça pénalise l'élève en question, qui ne va pas pouvoir acquérir ses savoirs fondamentaux, mais ça pénalise aussi la classe tout entière, parce que l'élève peut, de par son attitude, être perturbateur pour le reste de la classe, prendre beaucoup plus de temps pour l'enseignante. Donc c'est vraiment, on parlait d'égalité des chances, et je suis content qu'on conclue là-dessus, qu'on m'ait demandé quel sujet vous vouliez aborder. Je pense que c'est un sujet absolument fondamental. Il faut améliorer à la fois leur statut, leur rémunération, pour augmenter massivement. Honnêtement, il n'y a pas une académie qui a tous ses effectifs d'AESH. Enfin, c'est vraiment... Et pourtant, ça devient, en termes de volume de postes de l'éducation nationale, c'est les deuxièmes derrière les enseignants. Et oui. C'est une profession qui a été créée finalement assez récemment, mais qui est arrivée au rang numéro 2 en nombre d'agents. Je pense qu'il faut en avoir beaucoup plus, leur permettre de vivre décemment de leur métier, améliorer la formation. Vous avez parfois, certes, je dis pas qu'il y en a pas, il y a une petite formation quand elles sont prises en charge, mais très souvent, les personnes se retrouvent avec des élèves autistes, parfois, qui peuvent avoir des comportements, même parfois violents, et du coup, comment réagir, quelle est la bonne posture professionnelle. Donc je pense qu'il y a un énorme chantier qui est devant nous là-dessus. On essaie d'y travailler à travers un groupe de travail dédié qui a été créé au sein de l'Assemblée nationale, un groupe tout à fait transpartisan, pour essayer de travailler à la fois sur la question du statut, de la rémunération, pour avoir une réelle, pour le coup, égalité des chances. Oui, parce que là, effectivement, Michel Barnier a annoncé la création de 2000 postes d'AESH à venir. Encore faut-il qu'ils soient recrutés. Mais voilà, encore faut-il qu'ils soient recrutés.
recruter. On sait d'ailleurs que le 5 décembre, les AESH vont se mettre en grève, justement, parallèlement au personnel enseignant pour revendiquer un peu plus de considération et des moyens supplémentaires. Vous-même, Alexandra Spinner, quelles seraient justement les mesures par rapport aux AESH que vous aimeriez mettre en place également à votre niveau? Alors, je suis heureuse finalement qu'on termine nos échanges sur ce sujet, parce que je pense que on mesure une société à l'aune de l'attention qu'elle accorde aux plus fragiles. Oui. Et je pense que les élèves en situation de handicap dans notre pays ont un traitement qui n'est pas digne, On a tous entendu les témoignages de parents. Moi, je me souviens de la maman d'une jeune femme une jeune fille très lourdement handicapée qui devait à l'heure du déjeuner revenir à l'école pour prendre sa fille dans la voiture et parce que il n'y avait personne pour la prendre en charge pendant ce temps du déjeuner. Donc je rejoins totalement ce que vous venez de dire. Maintenant, il faut que cette profession corresponde à une vraie formation, un vrai statut et surtout une rémunération, qui soit digne. Qui soit digne. On ne peut pas continuer à sous-payer des gens qui sont un rouage essentiel de l'éducation nationale. Voilà, parce que la réalité du terrain, c'est que on a une école inclusive à un prix humain très important, parce que ils ne travaillent pas dans des conditions dignes. Je l'assume totalement. Et j'aurais une suggestion également pour améliorer le recrutement. Je précise qu'il est d'autant plus pertinent qu'on termine sur ce sujet que nous sommes aujourd'hui la journée mondiale des personnes en situation de handicap. Et donc c'est voilà une des raisons pour lesquelles je voulais aussi qu'on conclue là-dessus avant que je file à l'Assemblée, justement pour voter une loi sur l'accès gratuit et remboursé par la Sécurité sociale des fauteuils roulants, qui n'est pas encore tout à fait en œuvre aujourd'hui en France. Donc c'est vraiment une journée qui est consacrée à ce sujet-là. Non, moi j'ai été assez interpellé par une maman avec qui j'ai échangé dans ma circonscription, qui a elle-même un enfant handicapé, qui a un diplôme de CAP petite enfance et qui postulait auprès d'une école maternelle et d'une école primaire pour être justement accompagnante de ses élèves, et on lui a refusé. Alors que vraiment il en manque partout. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas le bac. Et en fait c'est une formation qui nécessite d'avoir le bac. Donc quand on accompagne des élèves pour passer le bac, moi je veux bien entendre qu'il faut avoir le bac quand on est AESH en lycée. Mais pour être AESH en maternelle ou en primaire, qu'on a soi-même l'expérience personnelle d'un enfant porteur de handicap, qu'on a en plus un diplôme dans le secteur de la petite enfance, c'est vrai que ça m'a énormément surpris qu'on refuse et qu'on mette de côté immédiatement son CV en disant désolé madame, vous pouvez pas faire ce boulot, vous avez pas le bac. Voilà, donc je pense qu'il y a une vraie réflexion profonde à avoir sur à la fois les qualifications prérequises, il en faut certainement, mais sur la formation qui sera faite à partir du moment où cette personne rentrera dans les effectifs de l'éducation nationale. Mais avoir un prérequis du bac pour être AESH en maternelle, très franchement ça m'a énormément surpris. Ça a en plus beaucoup blessé cette maman qui aurait pu aider d'autres enfants de par son expérience personnelle. Oui, totalement. C'est assez surprenant, comme vous l'indiquez très justement. Alors, au niveau des AESH, il y a bien sûr des mesures au niveau du gouvernement. Il y a des mesures, chère Alexandra, et aussi, je pense, au niveau de la région. Je pense que l'un et l'autre peuvent œuvrer de concert pour faciliter l'accueil des enfants en situation de handicap dans tous les établissements scolaires. C'est une impérieuse obligation. Oui. Alors, on ne peut pas reculer, et j'espère qu'on va avancer sur ces sujets-là, parce que on est très 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 en retard en France, et la façon dont on accueille les enfants en situation de handicap, moi, me scandalise. Et d'ailleurs, là où je suis toujours très choquée qu'on attaque l'école privée, c'est que souvent l'école privée permet un accueil d'enfants en situation de handicap de qualité. Et ça, il faut reconnaître aussi cela à l'école privée. Oui. Et de le dire, ça n'est pas faire injure à tout ce qu'on peut penser de l'école publique.
Bien sûr. Eh bien, alors nous allons effectivement terminer sur ces souhaits pour l'avenir, pour une école plus inclusive, une école qui puisse donner l'égalité des chances à tous les élèves, à tous les enfants, quelle que soit leur origine sociale, leur origine géographique, et puis pour les enfants également en situation de handicap. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, mais je pense que grâce à cet échange entre vous deux, on a vu que le consensus politique qu'on évoquait tout à l'heure était possible, même si vous avez des divergences d'opinion. Je pense que il y a beaucoup de mesures sur lesquelles vous pourriez vous accorder, et c'est vecteur de positif pour la suite et vecteur d'espoir. Et je tiens à vous remercier, puisque Romain Eskenazi, on va effectivement vous laisser filer pour rejoindre l'Assemblée nationale. On sait que voilà, vous avez encore du travail ce soir, justement dans le cadre des personnes en situation de handicap, et on vous remercie vraiment. Moi, je tiens vraiment à vous remercier pour votre venue sur le plateau. C'est un bonheur. En plus, pour le coup, les taxis qui ont des revendications qui me paraissent aussi légitimes, parce qu'on va baisser le remboursement des déplacements médicaux à hauteur de 330 millions d'euros, mais ont totalement bouclé le périmètre de l'Assemblée nationale. Donc j'avoue que c'était un peu une mission de venir jusqu'à vous aujourd'hui. Effectivement, mais vous êtes venu néanmoins. Dans laquelle j'ai failli. Voilà, chère Alexandra, mais vous avez été victime des embouteillages franciliens qui ont voulu nous priver de votre présence, mais grâce à notre cher Eric à la réalisation, on a votre visage souriant depuis le début de l'émission, et on vous a au téléphone, et c'est un bonheur de vous avoir également. Merci pour votre expertise, merci pour tout ce que vous nous avez apporté dans cette émission. Merci à vous, Alexandra. Vive l'école et vive les enseignants. Merci beaucoup pour ces échanges. Merci à vous pour la qualité de cette émission. Eh bien, merci. Et moi, je vais remercier une nouvelle fois Eric Muresan à la réalisation, qui nous a accompagnés pendant toute l'émission. Merci Eric. Et merci. Ouvrons la voie à une réflexion commune sur l'égalité des chances. Elle doit se poursuivre, cette réflexion. Oui. Au-delà des considérations politiques. Voilà. Merci beaucoup, merci. Merci à vous, madame. Totalement. Merci à vous, chère Alexandra. Donc, merci Eric. Merci à Rabah Baloul, le directeur d'Armada, qui est avec nous sur le plateau ce soir et que je suis heureuse de saluer. Merci à Éric Durand, à la communication d'Armada. Et puis, merci à vous tous pour votre soutien. J'espère que cette émission vous aura apporté des voix pour le futur, pour l'inclusion de tous dans l'école de l'égalité. Et merci pour votre fidélité à l'émission. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Place des Enjeux dans 2 semaines. À très vite.